Gawain, les Gargoyles, Gérald McBoing ou encore Samson et Néon. Que de dessins animés qui, par leur nom ou leur image, doivent sûrement vous replonger en enfance. Une époque plus douce où tout paraissait plus simple. Et comme d'habitude, les exemples que je viens juste de vous citer ne sont pas choisis au hasard. Comme dans les 6 premiers épisodes, on ne va pas traiter des dessins animés trop connus, cultes ou ayant perduré dans le temps jusqu'à aujourd'hui. On va plutôt apporter notre lumière vers ces centaines d'autres dessins animés n'ayant pas connu cette chance. Les oubliés, les délaissés, voire ceux qui n'existent presque plus aujourd'hui. Rassurez-vous, je suis là pour vous les remémorer une nouvelle fois. Vous connaissez la chanson à force, pensez à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Posez votre like pour montrer votre engouement vers ce format et dirigeons-nous vers Nostalgieland dans les souvenirs les plus enfouis de notre jeunesse. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans cet univers fantastique et nostalgique des dessins animés oubliés de notre enfance, épisode 7. Générique ? Alors, vous l'aurez très certainement compris à travers ce format, l'objectif principal est de replonger en enfance le temps d'une vidéo. Et je sais que je me répète, mais ce concept n'est pas prêt de s'arrêter puisque ma liste de dessins animés ne fait que grossir d'épisode en épisode grâce à vos commentaires. Mais sur ce, on va pouvoir commencer avec le premier dessin animé de la liste du jour, celui que j'ai cité au tout début de mon épisode précédent, comme j'ai l'habitude de faire. Pour ceux qui s'en souviennent depuis le temps, il s'agit d'un dessin animé que j'ai déjà traité dans mon iceberg des traumas dans l'animation. Un dessin animé épique et mature, j'ai nommé Rouge Muraille. I am that is. My sword shall wield for me. Rouge Muraille, ou Red Wall dans sa version originale, est une série télévisée d'animation franco-canadienne de 39 épisodes, produite par Alphanim, sortie entre 1999 et 2002, basée sur la série de romans jeunesse de fantasy du même nom, de l'auteur britannique Brian Jacques, paru en 1986 avant d'apparaître sur nos étagères en 99. Elle a été diffusée en France à partir de fin 99 sur France 3 dans l'émission Les Minicums, puis rediffusée sur France 2 et Gulli les années suivantes. Je ne l'ai personnellement jamais regardé à la télé parce que j'étais trop jeune à l'époque. C'est bien plus tard que j'ai connu ce dessin animé et que j'ai maté la saison 1 par curiosité. Toujours pas les 2 suivantes, j'y pense. En gros, chaque saison adapte un tome différent, Red Wall, Matimeo et Martin the Warrior, apportant au final un arc narratif cohérent. Et chaque épisode fait avancer une intrigue globale sans qu'il y ait un retour à un statu quo en fin d'épisode comme un Scooby-Doo ou un Bob l'éponge à titre d'exemple. Ce sont ces mêmes rats qui ont attaqué mon village et tué ma famille. Ils vont brûler l'abbaye. Qu'allons-nous faire? Mathias, le héros de l'histoire, est interprété par Emmanuel Garrido, la voix française de Stitch, Daffy Duck et Taz concernant l'animation. Il est remplacé lors de la saison 2 par Alexandre Gillet, la voix française de Tetsuo Shima dans Akira, ou encore Pinocchio dans la série de films Shrek. Oui, c'est un champ assez large. Je vais me permettre de présenter cette série comme je l'ai fait dans mon iceberg. Vous voyez Game of Thrones? Eh ben c'est ça, mais avec des animaux et pour les enfants. Ne vous attendez pas à voir un scrotum dès l'épisode 1. Enfin, pour les enfants, ça, on a vu que c'était un poil compliqué à ce niveau-là. Viens, petit renardeau, je vais te montrer l'éternité. Et quand je compare cette série à Game of Thrones, c'est pas des blagues. Non seulement Rouge Muraille est complexe dans sa narration, du moins plus qu'un dessin animé classique avec une petite histoire légère par épisode, mais en plus, ce dessin animé foisonne de personnages en tout genre, avec leur rôle à jouer dans cet immense échiquier, leur caractère, leur ambition, mais aussi leur mort. Le nombre de personnages qui meurent dans ce dessin animé, c'est une folie. Vous voulez un petit avant-goût? J'ai tous les personnages en tête là. Genre Clunky le fléau, ça sonne bien non? Bah, écrasé par la cloche de l'abbaye. Ok, très bien. Crâne de fer maintenant. Bah, il tombe hors champ et il meurt. Le renard rageur, dévoré par le serpent Asmodeus, Skullface, dans le lac écrasé par le chariot. Dans Rouge, étouffé dans une soupe brûlante. Ok, alors on va se calmer.
L'épisode 3 de la première saison est le plus représentatif pour illustrer mes propos. On est à peine au commencement de la série que c'est déjà la merde en termes de perte de personnages secondaires. Par exemple, les deux renards, jeunes recrues de la horde de Cluny le Fléau, la plus grande menace de la saison 1. L'un est renvoyé de l'enceinte de Redwall et finit massacré par la horde devant les portes. Si j'étais à ta place, je courrais. Et l'autre, vous connaissez déjà son sort, pas besoin d'en rajouter une couche. Mais Rouge Muraille, c'est pas que ça bien sûr. À travers notre héros souris Mathias, au départ faible et maladroit, on fait face à un sacré parcours en quête de l'épée légendaire du célèbre Martin le Guerrier. Son histoire est un vrai récit de passage à l'âge adulte et incarne plus l'idée de devenir digne plus que celle de sauver le monde. Bref, vous l'aurez compris, on est loin de l'humour permanent et de la légèreté des séries animées animalières habituelles. Rouge Muraille ne se dirige pas vers de l'heroic fantasy, avec de la magie et tout. On est vraiment dans des problématiques moyenâgeuses, avec des alliances, de la politique, des trahisons, des pillages, en clair, des enjeux à échelle humaine, ou animale dans ce cas-là. On sent presque une certaine influence provenant de la littérature britannique plus adulte, avec un rythme plus posé, un vocabulaire riche et des thématiques comme l'honneur, la mémoire des ancêtres et la lutte pour la liberté. Rouge Muraille, c'est trop bien, c'est mature, c'est prenant, c'est parfois un peu dur, mais ça rappelle les films de notre enfance, comme Robin des Bois de Disney par exemple, ou encore un autre dessin animé que j'ai lui aussi présenté dans mon iceberg. J'en profite pour faire une pierre deux coups, ne m'en voulez pas. Un dessin animé comportant lui aussi des animaux qui parlent, je veux bien sûr parler des animaux du bois de Katsu. Les animaux du bois de Katsu est une série d'animation européenne, plus franco-britannique, mais aussi avec la participation de studios allemands et espagnols, produit par Teleimagination, le tout diffusé entre 93 et 95. La série est l'adaptation directe des romans pour enfants du même nom de l'auteur anglais Colin Dann. On est dans un pattern similaire à Rouge Muraille dans ses origines, la littérature anglaise étant assez friande de personnages anthropomorphes. Pour ce qui est de la diffusion en France, elle se fait à partir de 94 sur France 2 et France 3, et elle se compose de 39 épisodes et 3 saisons. Les animaux du bois de Katsu suit un groupe d'animaux sauvages obligés de quitter leur forêt en raison de la destruction de leur habitat par les humains. Menacés à la fois par l'homme et par la sécheresse, les animaux sont contraints de fuir pour sauver leur vie et n'ont plus qu'un seul espoir, parvenir à rallier le parc du Daim Blanc, une réserve naturelle où tous pourront vivre en paix. Celui qui fuit doit savoir surveiller ses arrières. Je crois que j'ai compris le message. Les plus faibles sont à la traîne, n'est-ce pas? Blaireau, je te confie le groupe. Conduis tout le monde au taillis. Je vous y retrouverai. Bonne chance, Renard. Pour ce qui est de nos personnages principaux, Renard est interprété par Bernard Tiphaine, la voix française du Seigneur des Ténèbres dans Taram et le Chaudron Magique, ou celle d'Anton Ego dans Ratatouille. Blaireau est joué par Marc de Giorgi, la voix française de Robert Redford et Bob Hoskins. Et ma préférée, Belette, interprétée par Laurence Badi, la voix de la serveuse de l'auberge dans Cusco, ou encore Madame Placard dans Atlantide, l'Empire perdu. On a oublié son pyjama, Madame Placard? Je dors à poil. Tout comme Rouge Muraille, la série suit un schéma narratif continu et non épisodique. Chaque saison correspond à un arc narratif unique, comme un roman découpé en chapitres. Les épisodes sont interdépendants, c'est-à-dire que manquer un épisode signifie forcément rater une partie importante de l'intrigue. C'est vrai que je me suis pas trop attardé sur ce mode de diffusion, mais perso, quand j'étais petit, j'étais pas trop fan de ça. Je me souviens, je suivais Dragon Ball Z à l'époque, et si tu osais rater le moindre épisode, c'était foutu. Et encore, on avait de la chance, il y avait le récap. Mais ouais, ce genre de système de visionnage, c'est plus adapté quand la série est sortie en entière et que tu la regardes sur une plateforme de streaming. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez les dessins animés sans trame narrative comme Bob l'éponge, ou ce genre de série construite de A à Z? Dans tous les cas, pour ce dessin animé là, j'étais pas trop concerné par ce problème parce que j'étais tout simplement pas encore né lors de sa diffusion.
Donc la saison 1 raconte tout le périple de nos héros à travers la forêt jusqu'à la réserve du Daim Blanc. Et quel périple mon dieu, je vous en parle juste après. La saison 2 aborde de nouveaux conflits, notamment contre d'autres groupes d'animaux, dont la famille de renards bleus si je dis pas de bêtises. Et enfin, dans la saison 3, le parc est menacé par des rats qui empoisonnent la rivière et veulent tout conquérir comme si c'était des putains de Skaven. Bref, c'est la maximerde jusqu'au bout. Et tout le principe de ce dessin animé repose sur un pacte de non-agression entre prédateurs et proies afin d'atteindre dans un premier temps leur terre promise, mais surtout de résister face à l'adversité, le tout sous la protection de Renard, le chef de la meute si on peut appeler ça comme ça. Et mon dieu que l'adversité en question, elle se fait bien sentir. Ce dessin animé enchaîne les scènes d'attaque, d'accidents et de morts à un rythme presque industriel. Les dangers viennent naturellement de prédateurs s'attaquant à des proies innocentes et sans défense, mais aussi de l'homme, principal antagoniste de la première saison. Dans Rouge Muraille, toujours dans ce côté Game of Thrones animalier, les motifs des affrontements restent généralement compréhensibles, s'inspirant de conflits et de logiques que l'on retrouve dans notre monde humain. Mais ici, cette cruauté et cette vision crue de la mort est le fruit d'une situation injuste. Le rapport de force est clairement désavantageux. Et forcément, ça a mené à cette image que l'on garde tous de ce dessin animé, je pense. Parler des animaux du bois de Katsu à n'importe qui l'ayant vu dans son enfance, il va forcément vous répondre avec ses traumas enfouis et ayant coûté plusieurs séances chez le psy. Contrairement aux productions plus légères du début des années 90, les animaux du bois de Katsu abordent frontalement des thèmes graves comme la mort, les trahisons, la souffrance animale et la responsabilité humaine sur différents sujets comme la chasse, la déforestation et la pollution. La série ne protège pas émotionnellement le spectateur des conséquences dramatiques qui s'y déroulent. C'est comme si je vous mettais devant Bambi, mais étendu sur 3 saisons et que chaque scène c'était la mort de la mère en boucle. I'm sorry I was hard on you. You're the bravest fox I've ever met. I'm proud of you. Mais il n'empêche que ce dessin animé s'inscrit parmi les plus aboutis de sa génération, avec une narration, des mises en scène et un message fort, ne prenant pas les enfants pour des cons, c'est assez louable pour le souligner. Dans tous les cas, j'espère que vous n'êtes pas saoulés des animaux, parce qu'on enchaîne sur un 3e dessin animé sur ce thème. J'ai nommé Les Aventures Extraordinaires de Blinky Bill. Hey hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains, tu es malin et très habile, et tu les auras bien. Les Aventures Extraordinaires de Blinky Bill est un dessin animé australien de 3 saisons et 78 épisodes, diffusé à partir de 93, adapté des livres pour enfants de Dorothy Wall, publiés dans les années 30. Même si sa direction artistique se rapproche bien plus du film Blinky Bill, le koala malicieux, sorti en 92. La série débarque en France en 95 sur France 3, dans l'émission Bonjour Babar. Les 2 premières saisons passent aussi sur Canal J l'année suivante. Quant à la 3e saison, elle est diffusée sur France 5 dans le blog jeunesse Les Zouzous, puis rediffusée sur TJ dans les années 2000. Blinky Bill est un koala malicieux comme l'annonce le film de 92, vivant dans le bush australien avec ses amis kangourous, opossums ou lézards, mais il ne se limite pas qu'à ça. Il n'est pas qu'un simple personnage de dessin animé comme tant d'autres. C'est un personnage culte en Australie, un peu l'équivalent de Winnie l'ourson ou Babar pour nous, mais avec une identité culturelle très marquée. Le feu pouvait se répandre dans tout le village, et nous n'avons même pas fini de le reconstruire. Perdre encore une fois tout ce que nous possédons. Bien qu'il y ait un léger fil rouge, chaque épisode est autonome. La saison 1 suit une histoire semi-dépendante avec une communauté animale qui se reconstruit après la déforestation. On est clairement sur un message écologique et ludique pour les enfants, afin de leur apprendre les bons gestes pour préserver la nature. La saison 2 apporte un format road trip où chaque épisode amène Blinky et ses amis dans un nouvel endroit avec de nouveaux personnages. C'est plus chill et
est un peu moins recherché, sans parler de la saison 3, bien plus récente, encore plus légère et à la DA complètement refaite à neuf. Blinky Bill est assez fidèle au livre d'origine, avec ce trait cartoon au style album illustré un peu. Le dessin animé met en scène de nombreux animaux de la pampa australienne et met en avant le folklore du pays à travers ses décors et ses expressions bien de chez eux. Et pourtant, c'est surtout en Allemagne que le dessin animé rencontre un grand succès. En même temps, tu me diras, c'est une société allemande qui a la main mise sur la série. C'est pour ça que beaucoup de jeux vidéo éducatifs Blinky Bill sont en allemand. Après bien sûr, l'écrasante majorité des adaptations anglophones. Genre là, si le plus animé était une chaîne YouTube allemande, d'ailleurs, comment on dit en allemand? Der belebte Brunnen. Donc, si Belebte Brunnen s'adressait à une communauté allemande, je pense que la majorité d'entre vous connaîtrait ce dessin animé. Mais là, je doute qu'ils vous disent quelque chose. Je me trompe sûrement, hein, mais je ne l'ai jamais vu mentionné dans l'espace commentaire. À vous de me dire si vous êtes déjà tombé dessus et si vous avez apprécié la série. Les humains sont des créatures les plus destructrices de nos ressources et n'ayant pas de fourrure, ils prennent celle des autres animaux pour se garantir du froid. Oh, c'est cruel! Les aventures extraordinaires de Blinky Bill ne va pas parler à tout le monde. Il est globalement oublié, mais il a aidé de nombreux enfants en bas âge à apprendre les animaux australiens et à respecter la nature. Le tout dans un univers joyeux et coloré où le héros imparfait fait souvent des bêtises, ment ou triche pour arriver à ses fins, mais apprend toujours une leçon en cours de route, comme le ferait un véritable enfant finalement. C'est un peu leur Franklin à eux, on va dire. Je suis fier de toi, oh là là, c'est super, bravo mon chéri. Mais ça suffit les animaux, passons à quelque chose de plus humain et surtout de plus récent. Là, ça va surtout s'adresser à ma génération. Place à la nostalgie, on va parler de La Petite Géante. La Petite Géante est une série d'animation de 52 épisodes, coproduit par Gaumont Alphanim et Jiangtoon Animation et diffusée durant l'année 2010 sur Gulli. À travers des épisodes très courts de 13 minutes, La Petite Géante raconte l'histoire d'Emily, une petite fille de 10 ans, partant seule en vacances avec son sac à dos panda Kinubi. En arrivant dans une vallée enchantée, elle devient soudainement une géante de 3 mètres de haut. Kinubi, quant à lui, prend également vie et devient son compagnon de route, accompagné de ses nouveaux amis Elmer et Fred. Faut noter que le synopsis de la série que je viens de vous faire est uniquement visible dans le générique du dessin animé. Sinon, l'héroïne est continuellement géante et ce dès le premier épisode. L'histoire se passe en Chine dans une vallée paisible et verdoyante où s'affrontent deux clans d'enfants, le clan du matin et celui du soir. Dans ce deuxième, on y trouve la grande rivale d'Emily, Calas, une petite peste jalouse et manipulatrice. Quand les parents de Betty vont apprendre que vous la cachez ici, vous serez tous punis. Et ce sera bien fait pour vous. Le dessin animé lie à la fois des enfants vivant dans notre époque moderne, mais aussi un certain folklore asiatique, chamanique et spirituel. On voit au cours des aventures d'Emily des insectes géants, des monstres et des animaux d'un ancien temps, apportant une dimension fantastique à la série. Lâche les lanceaux, Jonas, reviens. Jamais de la vie. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas trop prise de tête. Même si l'intrigue globale tourne autour des vacances d'Emily dans la vallée, chaque épisode suit une aventure indépendante comme récupérer un objet sacré, sauver un animal, régler des conflits de clans, etc., etc. Les épisodes mettent souvent en scène des dilemmes relationnels, des défis physiques ou émotionnels et se terminent avec une morale basée sur l'acceptation de la différence, la solidarité, l'autonomie et l'amitié. Tout ce qu'on attend d'un dessin animé pour les 5-10 ans finalement. Encore une fois, à cause de ma taille, tout est fichu. Écoute, Émilie, ce n'est pas bien grave. Je suis vraiment maladroite parfois avec mes grandes guiboles. Concernant la distribution de la série, on note surtout le casting d'Emily, interprétée par Frédéric Marlowe, la voix française d'Hermione Granger dans les jeux vidéo Harry Potter, ou encore Carla dans Fairy Tail. Non, attendez, j'ai mieux, vous n'êtes pas prêts. Genre, dites-vous que ce petit panda de con là, bah c'est la même voix qui interprète King Bradley dans Full Metal Alchemist, ou encore Spike dans Cowboy Bebop. Ouais, ça me bute. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur la série, c'était pas forcément ma cam de dessin animé dans les années 2010 on va dire. Genre, c'était plus ce banger qu'est Kailou par exemple. Vous la voulez cette vidéo hein. Mais chaque chose en son temps, on va pouvoir passer au dessin animé de ma sélection pour aujourd'hui avant celui de notre invité. Retournons dans les années 90 avec une ambiance plus spooky avec Dr Globule. Une seule adresse pour les trouver.
Dr Globule est une série d'animation franco-britannique de 65 épisodes, répartie en 5 saisons, sortie entre 94 et 97. En France, elle a été diffusée sur TF1 dès 96 dans l'émission Salut les Toons, puis rediffusée sur TF1 Jeunesse entre 97 et 2001, et encore plus tard sur Télétoon. Dr Sidney Globule installe son animalerie et son laboratoire dans un vieux château délabré en Transylvanie, où il crée des monstres, des machines et tout type d'inventions plus ou moins farfelues pour s'enrichir. Il est secondé par Orifido, un chien squelette clairvoyant qui tente constamment d'anticiper le fiasco des inventions de son maître fauché. Sans oublier Sinistra et Bimbella, les jumelles vampires dont le docteur est fiancé. Ah ouais, hein, ça se refuse rien. Le désir de devenir riche est le point de départ de toutes les aventures de Globule. Orgueilleux et cupide jusqu'à la moelle, il a un ego surdimensionné, se décrivant comme le plus grand génie de tous les temps. Bien que la plupart de ses inventions le mettent dans un sacré pétrin. La machine va exploser! Impossible! Oh, sans monnaie, prépare-toi à devenir terrifiant. Avec Orifico, il est interprété par Jean-Claude Donda, la voix française de très nombreux personnages à travers l'histoire du cinéma, allant de prof dans Blanche-Neige et les 7 nains à Flash dans Zootopie, ainsi que les voix off de présentateurs télé ou radio dans de nombreux films d'animation. Quant aux personnages féminins, ils sont interprétés par la regrettée Danielle Fontaine, ayant joué dans l'ensemble des films d'animation Le Petit Dinosaure. Entre les monstres grotesques, l'ambiance gothique et ce petit côté gore cartoon très années 90 comme vous devez sûrement bien connaître, avec des couleurs criardes et un humour crado, la série est donc directement identifiable. On retrouve même une certaine tendresse absurde dans ce personnage toujours fidèle à son chien squelette et toujours éperdument amoureux de ses 2 fiancés vampires. Ça t'apprendra à kidnapper les délicieuses sœurs jumelles. Vous fûtes héroïque, Sidney. Dr Globule incarne un raté attachant qu'on adore voir échouer. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup le comparent à des univers comme La Famille Addams ou Draculito, qui sera sûrement abordé plus tard dans ce format. Bref, un mélange de fantastique, de burlesque et de grotesque, un dessin animé pour les enfants qui n'ont pas peur du spooky et du crado. Vous savez que c'est pas facile de garder un bébé? Ah, ça suffit, ça, Capuce. Je n'ai peut-être pas d'enfant, mais je ne suis pas faux. Ah ouais, ça c'est Wicked Date, hein. C'est fou le nombre de dessins animés qui existent avec cette esthétique Halloween. Rappelez-vous l'épisode 2. Je crois bien que c'est la fête la plus représentée dans les séries d'animation. Tu me diras, Halloween étant une fête hyper commerciale aux États-Unis et que la cible prioritaire reste bien évidemment les enfants, je vous laisse vous faire votre propre conclusion. Les épisodes de la série sont totalement autonomes. Chaque épisode suit souvent une nouvelle invention ratée du Dr Globule avec des situations absurdes et renouvelées à chaque fois. Il n'y a pas de continuité forte ou de grand arc narratif. Le ton est comique et répétitif, chaque idée grotesque étant un prétexte à une nouvelle catastrophe. Je ne sais pas vous, mais ça me rappelle vraiment la série animée de 89 Beetlejuice, avec le même délire de personnages blafards, les dents jaunes pourries, les accoutrements excentriques, bref, je ne dirais pas qu'on est sur un plagiat, mais avouons que la ressemblance est quand même assez forte. Sachant en plus que Dr Globule n'a même pas l'excuse de l'adaptation d'un livre jeunesse sorti des années auparavant. Et j'ai vérifié, ce n'est pas le même studio de production. Bref, quoi qu'il en soit, je suis très peu tombé sur des épisodes de Dr Globule. De ce que j'ai vu, c'est assez sympa, mais on est loin de la qualité du dessin animé que va nous présenter notre invité du jour. Et oui, chers amis, comme d'habitude dans ce format de vidéo, laissez-moi vous introduire notre dernier dessin animé de la liste, présenté par Matty Kael, Les Castors Allumés. Je vais vous parler d'un dessin animé complètement oublié et pourtant qui a marqué toute une génération. Un dessin animé qui a été diffusé en France de 1999 à 2005. Les Castors Allumés. Bon, désolé, j'avais pas de costume de castor, j'avais que ça. Créé par Mitch Schauer. Bon, dans le monde de l'animation, cet homme a beaucoup été en mode freelance. Il bossait par-ci par-là en tant que storyboarder, réalisateur, producteur. Il faisait plein de trucs. Il va même bosser sur Super Friends et Freakazoid. Et en bossant sur ce dessin animé, il obtient pas mal de récompenses. Par la suite, il va bosser sur pas mal de projets, notamment sur Hey Arnold. Et ça, bien évidemment, ça va lui ouvrir les portes de la création chez Nickelodeon. Bon, c'est moi le directeur, écoutez-moi bien, j'ai beaucoup aimé votre travail sur Hey Arnold. C'est magnifique, non? Bonjour.
Ah, il m'a fait peur ce con. Bon, faites-moi un truc un peu moins effrayant que ça, mais j'ai confiance en vous. Bon voilà, environ 2 ans plus tard, il crée les Castors allumés. On suit donc l'histoire de 2 frères Castor. On a Norbert, malin, BG, un peu snob et un peu manipulateur. Et on a son frère, l'opposé total, Daggett, qui est très impulsif, un peu con, mais très attachant. Et un jour, les parents de nos héros, ils ont de nouveaux enfants. Ils mettent donc nos 2 héros à la rue. Oui, car apparemment, chez les Castors, les enfants, c'est comme des iPhones. Quand ils sont trop vieux, allez hop! Ouh là là chérie, je commence à perdre les os. Je sens que l'enfant 16 et l'enfant 17 Pro Max vont sortir. C'est pas vrai! Incroyable! Je vais dégager les autres! Allez les enfants, cassez-vous, allez, vous êtes obsolètes là! Barrez-vous de ma baraque! Nos 2 héros sont donc forcés de quitter le cocon familial pour aller vivre ensemble en coloc et donc créer leur propre barrage. Oui, parce que c'est des castors. Et chaque épisode a à peu près toujours la même dynamique. Il y a une problématique de la vie de tous les jours. Les 2 ont chacun une manière différente de gérer le souci, ce qui crée des situations complètement what the fuck. Et puis souvent, à la fin, ils détruisent tout et ils se mettent d'accord. Voilà. Et ce schéma, on le voit très bien dès le premier épisode, car juste après qu'ils se fassent virer de leur famille, ben l'un veut fabriquer un barrage de ses propres mains comme les parents l'ont fait, etc. Et l'autre, se croyant plus malin, va trouver un lieu déjà existant pour pas se fatiguer. Et nous sommes censés construire notre maison. Donne-moi une seule bonne raison pour me convaincre de ne pas profiter de cet endroit merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Bon voilà, ils vont un peu galérer, ils vont même essayer de s'installer dans un poulailler, et on va avoir droit à cette scène très particulière. Voilà, je vais pas faire de blague là-dessus, c'est pas ouf. Et bon, au final, ils vont se disputer, ils vont se retrouver à conduire une voiture qui vont finir par exploser, et ça va créer leur maison. Là, je vois pas du tout la route, ma tête est en dessous le volant, là. Voilà, fin de l'épisode. Ah bah oui, je vous ai prévenu. Alors l'humour est complètement barré, ça va dans tous les sens, les personnages crient souvent. Et d'ailleurs, à sa sortie, les parents des jeunes spectateurs critiquaient ça beaucoup au début. Mais avec le temps, beaucoup de journalistes américains ont retourné leur veste et qualifient le dessin animé de l'un des plus intelligents et matures de la chaîne. Mature? Ils ont un peu abusé là quand même. Et c'est pas faux, car même si les 2 frères ont une relation toxique, ils s'aiment et finissent toujours par s'entraider. Donc on apprend plein de choses sur les relations fraternelles, on a de l'humour à travers leur maladresse et leur sottise, on sent aussi que les showrunners, ben c'est des gros geeks, parce qu'il y a beaucoup de références au cinéma, à la pop culture, à la télévision, il y a plein de trucs. Et même aujourd'hui encore, ben ça passe toujours bien. Malheureusement, l'histoire se termine pas super bien, car le dernier épisode n'a jamais pu se faire. Pourtant, il est écrit, mais les créateurs avaient prévu de faire en sorte que nos 2 héros se rendent compte qu'ils sont dans un dessin animé, mais que Nickelodeon voulait arrêter leur programme, et du coup, ben, ils faisaient un peu leur adieu à travers le dernier épisode. Et ce qui était complètement vrai, parce que Nickelodeon voulait arrêter ce programme-là. Mais Nickelodeon, ils ont dit non, vous faites pas ça, c'est trop triste. Vous faites pas de dernier épisode, voilà, on fait un épisode lambda pour la fin, c'est terminé. Mais bon, voilà, j'espère vous avoir envoyé une bonne dose de nostalgie, et si ce n'est pas le cas, j'espère vous avoir fait découvrir un nouveau dessin animé. Allez, des bisous! Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On est déjà au 7e épisode, dis donc. Et j'ai compté le nombre de dessins animés qu'il y a encore dans mes notes, on est parti sur au moins 10 épisodes à prévoir sur la chaîne, minimum. Sauf si vous voulez que j'arrête bien sûr. Après tout, c'est vous le moteur de cette série, vous et vos retours. Alors, comme d'habitude, je vous invite à bombarder l'espace commentaire avec vos recommandations. J'en avais jamais parlé avant, mais on ne se rend pas compte du nombre de commentaires que j'ai reçus sur cette série. C'est presque pas normal pour une petite chaîne comme la mienne. Alors pour ça, merci beaucoup, vraiment. En attendant, si le concept vous plaît toujours, pensez à liker et partager cette vidéo autour de vous, histoire de répandre la nostalgie au plus grand nombre. Merci énormément à Matikael pour son intervention et son choix de dessin animé. Vraiment, il me fait toujours rire ce gars. Abonnez-vous à son contenu, vous ne serez pas déçus. Pour les nouveaux qui débarquent, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça me soutient énormément. N'oubliez pas le like et la cloche pour vous tenir au courant des prochaines sorties de la chaîne. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez toujours me soutenir financièrement avec un don sur ma page Tipeee, disponible dans le commentaire épinglé et dans la description. Merci à tous ceux qui le feront, vous faites vivre la chaîne. Sur ce les amis, je vous laisse, continuez de regarder de l'animation, plongez de temps en temps en enfance en rematant vos dessins animés préférés, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.